Aujourd'hui, on est très fiers et très heureux de recevoir une figure de l'histoire de la gastronomie française et notamment parisienne, Patrick Rambourg, qui vient de sortir récemment un ouvrage sur le Paris gourmand. Alors, Monsieur Rambourg, bonjour. On a l'habitude de commencer nos entretiens en demandant aux participants de se présenter. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ? Alors, je suis historien, spécialiste des pratiques culinaires et alimentaires, chercheur associé à l'université Paris-Cité, donc l'ancien Jussieu, l'ancien Paris 7. J'ai un parcours un peu atypique puisque mes parents tenaient un hôtel-restaurant, donc dans la Sarthe, plus précisément à la Ferté-Bernard. Donc j'ai passé mon enfance dans les métiers de la restauration. Donc j'ai cette connaissance un peu de la manière dont pouvait fonctionner un restaurant et un hôtel, et ça me sert beaucoup aujourd'hui, puisque même dans mes recherches historiques, quand on lit par exemple un traité culinaire du Moyen-Âge, de la Renaissance ou du XVIIe siècle, quand on lit des recettes, quelqu'un qui est très néophyte et qui n'a jamais fait de cuisine ou qui ne comprend pas, qui ne sait pas ce qu'est la cuisine, moi j'ai un petit avantage, je sais ce que c'est que la cuisine, je connais la pratique culinaire, et donc ça me permet donc probablement, peut-être, je le pense, d'avoir un regard supplémentaire au-delà des archives et des sources. Voilà. Donc c'est ce double regard qui me permet peut-être de voir le côté vivant du document historique, notamment quand on aborde la cuisine et les manières de table, les manières de manger. Alors, vous venez de publier très récemment une vraie somme, une histoire gastronomique de Paris, du Paris gourmand. On a une sorte d'image d'Épinal selon laquelle Paris serait devenu une capitale gastronomique à partir du XIXe siècle, après la période révolutionnaire. Mais vous montrez dans le début de votre ouvrage que, certes, le XIXe siècle était une période cruciale, mais que cette réputation gastronomique de Paris trouve ses origines bien avant. Comment et quand Paris commence à devenir un centre culinaire puis gastronomique de premier plan en France ? Alors, la période médiévale est vraiment très très importante. Alors, je m'en suis rendu compte dès mes études d'histoire, puisque très très tôt je me suis orienté sur Paris. J'ai travaillé très très tôt sur le Paris alimentaire et culinaire dès la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle. Et en continuant mes travaux et en travaillant de plus en plus sur la longue durée historique, je me suis rendu compte que Paris était incontournable. Dès qu'on parle de cuisine française, voire de cuisine au niveau international, on rencontre toujours Paris, à un moment donné ou à un autre. À la fin du Moyen-Âge, donc Paris est déjà une très très grande ville. Dans les années 1320, 200 000 habitants environ, on la considère comme une des premières villes de l'Occident médiéval. Ce n'est pas rien. Donc nourrir cette population dans un contexte médiéval qui n'est pas toujours facile, puisqu'on est quand même dans une société où il y a quand même des tensions régulières, donc on se retrouve aussi en période de la guerre de 100 ans, etc., la peste noire en 1348-49, bref, il y a beaucoup de difficultés à ces époques. Ça n'empêche pas que Paris, du moins, arrive à nourrir sa population. Donc on a très très tôt toute une législation qui se met en place pour faire venir ou faire converger les denrées vers la capitale, et on se rend compte très très vite, du moins je m'en suis rendu compte assez vite, c'est qu'il y a un développement de métiers de bouche qui sont très très importants, et des spécialistes du prêt-à-manger, comme je les appelle, c'est-à-dire des professionnels qui préparent à manger pour nourrir la population, qui n'avaient d'une façon générale pas la possibilité de se faire la cuisine à la maison, sauf l'élite, sauf les très riches qui pouvaient avoir un cuisinier, une brigade de cuisine, etc. Donc là, très vite, cette capitale va d'une certaine façon regorger de nourriture. Très très vite, on a des laudateurs, voire des auteurs de l'époque, des poètes. On a aussi les crieries de Paris qui sont parvenus jusqu'à nous, qui nous donnent des indices comme ça, qui nous montrent cette vitalité alimentaire et culinaire qu'il y a déjà dans cette capitale à cette époque. N'oublions pas aussi qu'elle a déjà un rayonnement international grâce à son université. On a des étudiants de toute l'Europe qui arrivent. Et ce rayonnement qui apparaît déjà à la fin du Moyen-Âge va continuer et va grandir au fur et à mesure que l'on arrive vers notre époque. Alors, on ne peut peut-être pas dire, en fait, Paris est déjà une ville gourmande à la fin du Moyen-Âge, mais on ne peut pas dire que Paris est déjà une ville de la gastronomie, puisque le mot, en tant que tel, sera popularisé beaucoup plus tard, au XIXe siècle seulement. Mais
quand on a des textes, des témoignages qui nous parlent de ce pari alimentaire, qui s'étonnent de voir cette nourriture arriver, qui s'étonnent que même en période de crise, il y a de la nourriture encore dans la ville, qu'il y a un développement de ces métiers de bouche et que certains métiers vont s'affirmer dans le qualitatif. Par exemple, je parle des pâtissiers. Les pâtissiers, ils avaient dans un premier temps une mauvaise réputation, c'était des spécialistes de la pâte. Donc, c'est-à-dire, ce n'étaient pas des spécialistes de produits sucrés comme aujourd'hui. Hein. Et ils faisaient des petits pâtés. Les petits pâtés de Paris ont une très grande renommée à l'époque, mais certains petits pâtés de certains pâtissiers, on ne savait pas trop ce qu'ils mettaient à l'intérieur. Ça pouvait être des restes de cuisine, d'hôtels particuliers ou autres. Donc ça a posé problème à un moment donné parce que la réputation de ce métier en prenait un coup. Et donc on voit au fil du XIVe et du XVe siècle que les pâtissiers vont tout faire en fait pour acquérir une sorte d'honorabilité professionnelle. Et c'est ça qui est fort intéressant, c'est qu'on voit cette honorabilité professionnelle dans la plupart des métiers de bouche de la capitale qui se querellent entre eux. Hein. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, 16e, 17e siècle, ils vont continuer à se quereller parce qu'en fait, ils veulent affirmer leurs prérogatives par rapport à l'autre métier. Le pâtissier, il fait des petits pâtés, il va devenir progressivement au fil du temps un spécialiste des pâtisseries sucrées. À côté, il y a le boulanger qui longtemps a fait aussi des petits pâtés qui va être s'orienter vers le boulanger. Les charcutiers vont se démarquer des bouchers. Les cuisiniers oeillers, ceux qui rôtissaient des oies, vont se démarquer aussi des traiteurs, des rôtisseurs, etc. Donc on voit toute une vie de ces professions de bouche très importante dans la capitale. Et je crois que c'est un terreau extrêmement important pour comprendre, ce qui va se passer dans la suite, dans l'affirmation de Paris comme une ville gourmande, une ville gastronomique. On ne peut pas expliquer le Paris gastronomique seulement au travers des restaurants. Ça ne suffit pas. Il y a autre chose et ce réseau de ces métiers de bouche qui vont d'une certaine façon habituer les Parisiens à manger du prêt-à-manger, à manger surtout aussi hors de chez soi, parce qu'ils pouvaient acheter de la nourriture pour s'installer à une taverne, une cabaret, manger, ils pouvaient s'acheter de la nourriture pour rentrer chez eux manger, ils pouvaient s'acheter de la nourriture aussi pour manger dans la rue. Donc on voit bien que depuis des siècles, en fait, les Parisiens ont une habitude de manger hors de chez soi, et une habitude, ce qu'on appellerait aujourd'hui une restauration hors foyer. Voilà. Et cette habitude, qui est bien ancrée dès la fin du Moyen-Âge, va nous permettre de mieux comprendre le succès du restaurant au XVIIIe siècle. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment montrer, et c'est toute la première partie de mon livre, l'importance de cette période médiévale et aussi de la Renaissance. Mais la Renaissance, c'est un peu la continuité, du moins pour la première partie du XVIe siècle, la continuité de ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Mais c'est vraiment important. On ne peut pas expliquer le succès de Paris en tant que capitale de la gastronomie si on ne regarde pas au-delà en amont du XIXe siècle. Pardon. Voilà. Et comme vous le disiez, se produisent le XVIIIe, puis le XIXe siècle, un essor absolument incroyable en matière culinaire et gastronomique. L'émergence du restaurant, vous en avez parlé, mais aussi le succès de certains modèles, le café, la brasserie, etc. Pourquoi est-ce qu'au XVIIIe puis au XIXe siècle, on a ce festival culinaire qui se produit dans la capitale française ? Alors, il y a déjà... il faut... Au XVIIe siècle, il y a l'affirmation de la cuisine française au niveau international, du moins au niveau européen. Hein. Dès le XVIIe siècle, la cuisine française, les manières de table, les manières de manger à la française ont une renommée et une réputation européenne. L'apparition du cuisinier François en 1651 est un vrai tournant. Il est 2 ans plus tard traduit en anglais, puis ensuite il y a des traductions en italien, en allemand. Ce n'est pas rien. Ça montre déjà une réputation. Hein. Cette réputation, elle se construit autour de Paris, à Paris et autour de Paris. Ce qui se passe surtout au XVIIIe siècle, on le voit très très bien, il y a une forme d'intellectualisation du fait culinaire. C'est-à-dire que la cuisine ne concerne pas que les cuisiniers, elle concerne les érudits, les intellectuels. Ils se mettent tous à parler de cuisine, de discourir sur le sujet. Et dans les années 1730-1740, il y a aussi un débat sur la nouvelle cuisine. On parle d'une nouvelle cuisine, on veut une cuisine plus légère, plus simple, plus en accord avec une clientèle élitiste, on peut dire ça comme ça. Et donc ce débat de la nouvelle cuisine dans les années 1730-1740, cette intellectualisation du fait culinaire, et tout ça se passe au travers des préfaces des livres de cuisine, de très grandes préfaces qui débattent. Hein. Donc
c'est ce terreau et puis le développement bien sûr très important de ces métiers de bouche dans la capitale au XVIIIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, on pouvait manger un peu partout dans la ville. Il y a déjà des traiteurs renommés, il y a déjà des établissements de restauration renommés, il y a déjà des hôtelleries renommées. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît le restaurant. L'erreur qui a souvent été faite et qui a souvent été dite, c'est qu'il a souvent été dit que le restaurant serait apparu avec la Révolution française en 1789. Il a souvent été dit qu'avant il n'y avait pratiquement rien, ou ce qu'il y avait c'était mauvais, c'était pas bon. C'est faux tout ça. Ça ne fonctionne pas. Si on veut comprendre le succès du restaurant qui apparaît autour des années 1760, il faut s'imaginer une ville où il y a une forte concurrence des métiers de bouche, des métiers d'alimentation, et si le succès du restaurant a pris aussi rapidement, c'est parce que déjà les Parisiens avaient l'habitude d'aller dans des établissements de restauration. C'est ça qui est très important. Donc le restaurant arrive dans ce contexte d'un débat extrêmement important sur le fait culinaire, dans une ville qui a déjà une forte quantité de métiers de bouche, où on trouve vraiment une diversité de métiers de bouche, les cafés qui sont apparus au XVIIe siècle, donc qui montraient déjà une forme élégante de pouvoir consommer une boisson, café, chocolat, thé, mais pas que ça, on pouvait aussi y manger de la glace, un sorbet, on pouvait aussi y manger sur le pouce, déjà prendre quelque chose, mais il y avait aussi l'habitude dans les cafés de nourriture intellectuelle, c'est-à-dire on y lisait les journaux, etc. Et les premiers restaurants, ils vont un peu s'appuyer sur ce que faisaient les cafés. Donc il y a aussi cette nourriture intellectuelle, mais il y a aussi les premiers restaurants vont vraiment s'appuyer sur le débat de la nouvelle cuisine, à tel point que ces premiers restaurants, certains vont s'appeler maisons de santé. Alors, pour bien comprendre cela, il faut déjà voir ce mot restaurant qui est extrêmement important. Les premiers établissements de restaurants on parlait des restaurateurs, on ne donnait pas le nom restaurant dans un premier temps. Mais pourquoi le restaurant ? En fait, le mot restaurant est un vieux mot français qui est une recette de bouillon que l'on trouve déjà dans des traités médiévaux, dans les traités du XVIe, XVIIe siècle. Et en fait, c'est un bouillon de santé que l'on préparait pour une personne malade ou qui avait besoin de se restaurer. Donc, et comme les premiers restaurants voulaient faire de la nouvelle cuisine dite légère et de santé, ils vont proposer des bouillons. Dans un premier temps, des bouillons ou de la volaille cuite dans un bouillon ou du riz cuit à l'eau, ce qu'on appellerait à la créole aujourd'hui, etc. Donc on voit bien que les premiers restaurants suivent une sorte de phénomène de mode dans un premier temps. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Et ils s'adressent quand même à une clientèle très choisie, très élitiste. Et ils s'adressent aussi aux femmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont réserver des pièces spécifiques aux dames, puisque aller dans une taverne, aller dans un cabaret, une auberge, ça pouvait être un peu compliqué pour une dame. Mais une dame d'un certain standing pouvait aller au restaurant. Et c'est comme ça que ça a démarré. Alors, le restaurant aurait pu être tout simplement un phénomène de mode. Ça aurait pu durer une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Mais il y a eu une telle ampleur, le succès a tellement été rapide que même la Révolution française n'a pas mis fin au restaurant. Le restaurant a pu continuer même sous la période la plus difficile de la Révolution française, puisque la plupart des grands restaurants se sont concentrés dans un premier temps au Palais Royal. On peut citer Beauvilliers, on peut citer le restaurant des frères Provençaux, on peut citer le restaurant des frères Véry, etc., etc. Donc beaucoup d'établissements, mais la grande réussite et l'affirmation de cet établissement va surtout se faire aussi au XIXe siècle. Et cette grande réussite, c'est dans la démocratisation du restaurant, puisque assez rapidement, le restaurant va s'adresser à une diversité de populations, à une diversité de groupes sociaux, ce qui veut dire que chacun, d'une certaine façon, a son restaurant, quels que soient les moyens financiers qu'il y a. Et puis c'est là que l'on voit apparaître, du moins où s'affirment des restaurants dits à prix fixe, c'est-à-dire on présente un menu complet à un prix défini à l'avance, et puis les restaurants dits à la carte vont longtemps rester des restaurants élitistes. Donc on voit bien que ce restaurant qui apparaît au XVIIIe siècle, c'est un vrai tournant dans l'histoire du Paris gastronomique. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et le succès est tel que très très vite, la capitale, Paris, va être définie comme la capitale des restaurants, la capitale de la restauration par les étrangers, par les touristes.
Au début du 19e siècle, il y a des étrangers qui venaient spécifiquement à Paris pour découvrir les restaurants. Et puis, j'ai beaucoup de témoignages comme ça, hein. Des Russes, des Anglais, des Américains, des Allemands. J'en parle, je les présente dans mon ouvrage, en fait. Et ces restaurants vont devenir un modèle et vont se développer progressivement dans les autres grandes villes du pays, progressivement dans les autres grandes villes de l'Europe et au niveau international. Et on s'en rend compte aujourd'hui, quand vous promenez dans le monde, vous avez le mot restaurant qui est un peu partout. Il n'a pratiquement pas été traduit, à de rares exceptions. Donc ça montre la réelle influence à ce moment-là, déjà de la cuisine française, mais aussi du rayonnement de Paris, qui était déjà une ville très touristique, qui attirait, c'était une des villes les plus visitées au monde déjà au 19e siècle. Donc tout cela va contribuer au succès de Paris comme capitale de la gastronomie. D'accord, et donc si je vous comprends bien, le concept de tourisme gastronomique n'est pas né il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, il remonte à ce 18e puis surtout 19e siècle. Et justement, si on change un petit peu d'échelle, alors vous consacrez des pages entières à cette effervescence gastronomique dans la capitale, mais indépendamment de ces touristes qui sont une clé de compréhension, comment les modèles culinaires et gastronomiques qui naissent à Paris se diffusent aux pays voisins, puis à des pays plus lointains. Je pense notamment à la Russie, par exemple, qui a, dès la fin du XVIIIe et surtout au XIXe siècle, des modèles de restauration très, très inspirés du modèle français. Donc comment vous expliquez cette première mondialisation, en tout cas européanisation des modèles culinaires français? Par les cuisiniers, essentiellement. C'est-à-dire que les grands chefs français vont très très tôt travailler à l'étranger, vont très tôt être demandés en fait par l'élite européenne et internationale. Et dès le XVIIe siècle, là, on a des témoignages au XVIIe siècle où on a la noblesse londonienne ou l'aristocratie londonienne veut son cuisinier français. Donc il y a déjà une renommée là. Et puis ça va s'affirmer au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on a toute l'élite européenne souhaite un cuisinier français, voire au moins quelques Français dans leur brigade de cuisine ou dans leurs hôtels particuliers. Alors, il va y avoir des destinations plus particulières que d'autres. C'est vrai que vous avez parlé de la Russie. Voilà, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, notamment au XIXe siècle, des personnages comme Antonin Carême, des personnages comme Urbain Dubois et d'autres personnages, je crois que les Gouffés aussi ont été là-bas. La plupart, beaucoup de grands cuisiniers français ont été travaillés en Russie et donc en travaillant à l'étranger comme ça, ils exportent d'une certaine façon les manières de faire à la française, l'école française, l'école de Paris, puisqu'il y a un modèle culinaire français qui s'est imposé un peu partout, et on le voit encore aujourd'hui dans les écoles hôtelières au niveau international. Hein. C'est ça qui est assez intéressant et ça qui est assez incroyable. Et ces cuisiniers, ils exportent leur savoir-faire, ils exportent les manières de cuisiner à la française, les recettes culinaires françaises, mais en même temps, ils importent aussi, quand ils reviennent en France ou quand ils écrivent des livres de cuisine, ils intègrent aussi dans les ouvrages et dans la tradition culinaire française des recettes étrangères. Par exemple, le coulibiac. Le coulibiac, vous regardez le livre Le guide culinaire d'Auguste Escoffier, qui est paru au début du XXe siècle, vous avez quand même une certaine quantité de recettes d'origine étrangère qui ont été intégrées dans la cuisine française. Le coulibiac a une origine russe, l'ossobuco a une origine italienne, etc., etc. Il y a une diversité de potages et de soupes aussi. Donc, et puis, n'oublions pas l'image de la France, c'est l'image, la pensée culinaire française qui va au-delà de la cuisine française, c'est la pensée française d'une certaine façon, c'est l'idée d'universalisme. Et l'universalisme à la française, il se diffuse aussi au travers de la cuisine. C'est ça qui est fort intéressant. Et quand vous lisez les livres de cuisine du XIXe siècle, vous voyez cette universalité à la française. La cuisine française, comme on disait à l'époque, alors il y a vraiment une hégémonie française, ça c'est très clair à ce moment-là. La cuisine française, comme on la voyait à cette époque, comme une cuisine universelle. Elle ne s'imposait pas, elle se diffusait dans le monde entier pour l'universalité, d'une certaine façon, pour une paix culinaire, on pourrait envisager ça comme ça. Donc elle n'était pas du tout fermée, elle était bien ouverte et elle intégrait des éléments extérieurs tout en
en affirmant ses propres qualités et ses manières de cuisiner. Donc c'est cela aussi qui est important. La diffusion de la cuisine française et aussi du rayonnement du Paris culinaire se fait au travers de ces cuisiniers, se fait au travers des touristes aussi, qui viennent et qui repartent parfois avec des menus. Hein. J'en ai trouvé plusieurs témoignages des auteurs au début du XIXe siècle qui écrivent des livres, leurs mémoires par exemple, Mon voyage à Paris, Mon voyage en France, et qui ont recopié au mot près des menus des grands restaurants parisiens. Donc ça montre qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez incroyable, une aura qui était vraiment là. On allait à Paris pour découvrir Paris, mais surtout on y allait pour découvrir sa cuisine et sa gastronomie et ses restaurants. Donc ce rayonnement, et puis bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a aussi que Paris a un rayonnement indépendamment de la cuisine et de la cuisine qu'on y faisait sur place. Paris va devenir la capitale des arts, Paris va devenir la capitale de la mode, on voit très bien ça au XIXe siècle. Donc cette ville, le rayonnement de Paris est là depuis très très longtemps, et donc d'une certaine façon va conforter le rayonnement de la cuisine française et le rayonnement de la cuisine qui se faisait à Paris, ou inversement. Voilà, c'est les deux côtés d'une certaine façon. Voilà. Et puis on a quand même des témoins. J'ai trouvé des témoins hongrois, polonais. On peut parler de Belges. Tous disent à ce moment-là, là on est dans le courant du XIXe siècle, que quand on parle de la cuisine française, essentiellement c'est la cuisine parisienne, c'est la cuisine qui se fait à Paris. Je préfère dire la cuisine qui se fait à Paris. Parce que, voilà, on en parlera tout à l'heure, la cuisine parisienne, c'est un peu plus compliqué à définir. Voilà. Vous me tendez une perche, si je puis dire. Est-ce qu'on peut parler de cuisine parisienne? Est-ce qu'il existe une cuisine parisienne? Est-ce que l'historien que vous êtes, depuis donc, la période médiévale jusqu'à nos jours, est-ce qu'il est possible de définir une cuisine de Paris? C'est compliqué, c'est très compliqué. J'en parle dans mon livre. J'ai essayé d'aborder le sujet de deux manières. D'abord au travers des appellations, parce que l'affirmation des appellations culinaires dans le livre de cuisine, c'est vraiment, bon, on en voit déjà au XVIIe siècle, mais ça s'affirme au XVIIIe et au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on voit les appellations, par exemple, alors soit on met des noms de personnes, soit on apporte une appellation faisant un lien avec une ville ou une région, à la provençale, à la lyonnaise, à la bordelaise, etc. Donc je me suis dit, je vais regarder les recettes à la parisienne, quelles indications vont nous donner ces recettes. Le résultat, c'est que c'est extrêmement compliqué. Parce que, en fait, quand on dit un plat à la provençale, on peut à peu près comprendre ce qu'il va y avoir, du moins les ingrédients qui vont symboliser la Provence, l'ail, la tomate, le thym, les différentes herbes aromatiques, etc. Quand on dit à la lyonnaise, il y a souvent des marrons. Voilà. Mais quand on dit à la parisienne, alors déjà, quand on regarde les livres qui sont écrits par les grands chefs, par exemple Antonin Carême ou autres grands chefs, dans les recettes à la parisienne, on y trouve souvent de la truffe et du champagne. Donc voilà, ça montre une cuisine élitiste. Quand on regarde certains plats qui sont quand même très marqués, la langouste à la parisienne, moi j'ai connu ça quand j'étais gamin, la langouste à la parisienne, cette fameuse langouste avec la macédoine de légumes, avec la mayonnaise, des œufs durs, etc. Donc ça, on se dit, quand il y a une macédoine de légumes, on peut envisager que c'est une cuisine à la parisienne. Mais quand on a des livres beaucoup plus populaires, les livres qui font référence à la cuisine de ménage ou à la cuisine bourgeoise, là, à la parisienne, souvent des plats à base de pommes de terre, à base d'oignons. Si c'est un potage, c'est au poireau pommes de terre. Ça peut être aussi la soupe à l'oignon. Ça peut être aussi des plats de reste, le bœuf mironton par exemple. On peut envisager que la blanquette de veau a une origine parisienne, mais à l'origine c'est un plat de reste puisque c'est un rôti de veau que l'on repasse le lendemain avec une sauce blanche. Donc on a une difficulté quelque part à définir très clairement ce que peut être la cuisine parisienne. Et puis, il va y avoir un vrai débat Alors, ça commence au début du XXe siècle, mais surtout dans l'entre-deux-guerres mondiales. Un moment où s'affirment les cuisines régionales. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, il y a un vrai succès des cuisines régionales, il y a une vraie reconnaissance des cuisines régionales. Cette reconnaissance, elle a commencé à la fin du XIXe siècle, mais là, elle s'affirme entre les deux guerres mondiales, à un moment donné où le pays se modernise de plus en plus et où on a peur en fait de perdre quelque part des traditions culinaires dans les régions du pays. Et Paris va se couvrir de restaurants régionaux.
il va y avoir une association qui va se créer, l'association des régionalistes, la table régionaliste, etc. Et donc là va se poser très très clairement la notion de cuisine parisienne. Et la grande difficulté, c'est qu'on peut dire, on considère que quand on dit cuisine lyonnaise, cuisine bordelaise, cuisine marseillaise, ça ne pose aucun problème au public d'imaginer que c'était une cuisine régionale, mais quand vous dites cuisine parisienne, ça pose un problème. On dit, mais non, Paris, il n'y a pas de cuisine régionale. Alors, une des réponses, c'est que Paris est une capitale. Paris est une capitale et que c'est une capitale ouverte à l'extérieur, une capitale qui transmet l'universalité, une capitale qui regroupe l'ensemble des cuisines régionales et l'ensemble des cuisines du pays. Et donc, on oublie d'une certaine façon que Paris peut être aussi le lieu de la créativité culinaire régionale. Et ce qui est fort intéressant, c'est que beaucoup, ou peut-être pas beaucoup, mais une certaine des recettes dites régionales aujourd'hui ont été créées dans la capitale. Par exemple, alors je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais quand on parle d'un plat à la normande, d'un poisson à la normande, la sole normande par exemple, etc., on envisage que ce plat a pu être créé dans la capitale. Il faut savoir aussi que Paris va attirer bien sûr les cuisiniers des régions et la plupart des grands chefs vont passer un temps dans la capitale, vont travailler dans Paris, vont apporter ou créer des recettes avec leur inspiration régionale. Et bien souvent, il va y avoir un retour vers les différentes régions. Donc c'est extrêmement compliqué de dire que Paris, qu'il y a une cuisine parisienne. Alors j'ai tendance à dire, et je préfère dire, que la cuisine de Paris, les cuisines de Paris, parce qu'il y a plusieurs cuisines à Paris. Mais à un moment donné, dans l'entre-deux-guerres mondiales, et ça, on voit ça encore dans les années 1950 et les années 1960, Paris est la concentration des cuisines régionales. Hein. C'est fort intéressant. Il y avait, moi j'ai trouvé des adresses d'un restaurant qui faisait de la cuisine sartoise. La Sarthe est un département et non pas une région. Et voilà, ça n'existe plus. Voilà. Donc on voit que chaque petit coin de France voulait avoir sa représentation régionale dans la capitale. Et puis, c'est le résultat d'une longue histoire, puisque le Paris gastronomique, d'une certaine façon, ne peut pas vivre sans l'apport des denrées régionales, sans l'apport de l'artisanat culinaire régional. Et je le vois très très bien dès le XVIIe siècle, et surtout au XVIIIe siècle, où on pouvait faire venir de toutes les régions de France, en fait, des plats réputés ou renommés, par exemple le pâté de Périgueux, le pâté d'Amiens, on pouvait faire venir des poissons de la Loire, de la région de Nantes, des poissons de la région d'Angers, on pouvait faire venir des liqueurs, des vins, etc. Paris a très très tôt été une sorte de plaque tournante de la cuisine française, des spécialités françaises, des spécialités régionales. Et donc il y a un vrai discours, voire un vrai échange entre la capitale, qui est la représentation du pays d'une certaine façon, mais aussi avec les différentes régions qui composent notre pays. Alors d'abord, bien sûr, Paris a été approvisionné par les régions limitrophes, hein, l'Île-de-France d'une certaine façon. On a oublié qu'il y avait des réputations autour de Paris, par exemple les asperges d'Argenteuil, les pêches de Montreuil et bien d'autres spécialités. Tout ça, ça a disparu au fur et à mesure que la ville, que l'urbanisation s'est étendue. N'oublions pas aussi que à la fin du Moyen-Âge, au XIIIe, XIVe, XVe siècle, Paris était réputé pour son vin. Il y avait un vin qu'on appelait le vin François, un vin blanc très acidulé, qui était très connu dans le monde médiéval. Et qu'au XIIIe siècle, il y a des corps de métier, il y a des vignerons. Moi, j'ai retrouvé des règlements de métier de vignerons dans le Paris du XIIIe siècle. Il y avait des vignes à la fois à l'extérieur de la capitale et au sein de la capitale. Donc il y a déjà des spécialités. Donc les petites pâtés de Paris, voilà. Dans les traités anglais du Moyen-Âge, on nous parle de ces petits pâtés de Paris. On a les recettes de petites pâtés de Paris dans des traités anglais. Donc il y a déjà des réputations. Les champignons de Paris, j'en parle dans mon livre. On les voit, on en parle déjà au XVIIe siècle de ces champignons de Paris. Et les champignons de Paris sont connus dans le monde entier, même s'ils ne sont plus vraiment produits à Paris. Donc on voit, il y a des spécialités, mais ces spécialités, d'une certaine façon, on les oublie ou on les perd quand, en fait, Paris en tant que capitale nationalise en fait ce qu'elle fait.
Donc c'est ça, voilà, à un moment donné, une recette qui est créée à Paris et qui va trouver un succès parisien, un succès national, va devenir une recette française. On va en oublier l'origine parisienne. C'est pour ça qu'il y a cette difficulté de définir est-ce qu'il y a vraiment une cuisine parisienne. Et puis ce fameux débat entre les deux guerres mondiales va aller très très loin. Par exemple, certains vont aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas de cuisine à Paris. Il n'y a pas de cuisine spécifiquement parisienne. D'autres vont défendre Paris et d'autres vont mettre plutôt en avant les cuisines régionales. Donc c'est un vrai débat. Et même encore aujourd'hui, c'est compliqué de définir une cuisine parisienne. Si un touriste va dans un restaurant et veut manger une spécialité parisienne, souvent on présente la soupe à l'oignon, mais d'une certaine façon, des pommes de terre à la parisienne aussi. La langouste à la parisienne a un peu disparu. On parlait du saumon à la parisienne aussi. Bref, on a des appellations à la parisienne, mais c'est quand même compliqué de définir, tout simplement parce que je crois que c'est le statut de Paris qui fait ça. Voilà, c'est une capitale, à la différence des autres grandes villes du pays, et le simple fait que Paris soit une capitale, la cuisine ou les cuisines qui s'élaborent au sein de la ville ont une identité nationale, voire internationale. D'ailleurs, les régions l'ont très bien compris, puisque pour qu'il y ait une reconnaissance nationale et internationale d'un plat régional, bien souvent, il fallait que ce plat monte sur la capitale. Et les Provençaux l'ont très très bien compris très très tôt, puisque moi j'ai retrouvé dès le XVIIe siècle des boutiques de produits provençaux à Paris. Donc ce n'est pas rien, on parlait déjà d'une île réputée de Provence au XVIIe siècle dans la capitale. Le restaurant Les Trois Frères Provençaux, donc dans la seconde partie du XVIIIe siècle, va contribuer à la réputation de la cuisine provençale. Et ce n'est pas anodin d'une certaine façon, s'il y a ce fameux dessin animé Ratatouille. Non seulement le titre même Ratatouille fait référence à un plat provençal, mais l'histoire se passe dans la capitale et on fait référence à un cuisinier qui ressemble beaucoup à Auguste Escoffier. Donc et c'est le Paris des années 50. Donc on voit bien que l'histoire du Paris gastronomique, ce n'est pas une entité seule comme ça au milieu du pays, non. Non, l'histoire du Paris gastronomique, c'est d'une certaine façon l'histoire de la France, et c'est l'histoire de toutes les cuisines qui s'élaborent dans ce pays. Voilà. À la fin de votre ouvrage, vous troquez vos habits d'historien pour ceux d'observateur contemporain, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce dernier chapitre, et qui m'a interrogé, c'est est-ce que Paris, aujourd'hui, donc cette réputation qui n'est plus à faire, qui est connue et reconnue dans les frontières hexagonales, mais aussi à l'étranger, avec la multiplication de ces centres gastronomiques réels selon une tradition historique ou créés de toutes pièces, quel est le rôle de Paris dans cette concurrence gastronomique internationale que se livrent aujourd'hui les métropoles? Alors je pense aussi, ça peut être aussi bien Tokyo, Lima, Londres ou New York, mais est-ce que Paris est toujours un lieu prescripteur en matière de cuisine et de gastronomie aujourd'hui? Alors oui, il y a eu, je me suis rendu compte, notamment dans la presse anglo-saxonne, voire américaine, des propos pas très gentils à l'égard de la France gastronomique, voire du Paris gastronomique, où on sous-entendait que c'est terminé, Paris ne fait plus rien, Paris ne crée plus. Mais en fait, quand on creuse un peu tout cela, on se rend compte que ça ne tient pas la route, c'est faux. C'est un discours de déclinologue, c'est un discours où, d'une certaine façon, on veut, mettre le Paris gastronomique sous le tapis pour faire émerger d'autres capitales gastronomiques ou pour que d'autres capitales gastronomiques puissent s'affirmer. Or, il n'y a aucune nécessité de faire cela. En tout cas, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que Paris restera toujours la capitale de la gastronomie de par son histoire. Ça, c'est indéniable. Et personne ne peut le contester. Et j'ai trouvé des témoins, des journalistes de différents pays. Il y a eu un article, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. On avait interrogé des cuisiniers et des journalistes de différents pays d'Europe et des États-Unis. Et tous reconnaissaient que Paris avait cette aura gastronomique, qu'elle était toujours là. Donc, il n'y a plus aujourd'hui,
c'est très clair, l'hégémonie de la cuisine française ou l'hégémonie d'un Paris gastronomique comme il y a pu y avoir dans le passé au XIXe siècle par exemple, ou encore dans la première partie du XXe siècle, ça c'est vrai que c'est fini. Mais Paris est toujours une capitale de la gastronomie. Paris a donné quand même un élan encore international avec la bistronomie, ce n'est pas rien. Sur le moment, je ne m'en étais pas rendu compte. C'est quand j'ai travaillé sur le livre que j'ai commencé à regarder, à creuser. Je me suis dit, mais bon, depuis la nouvelle cuisine des années 70, 80, 90, quel est le renouveau culinaire français et parisien? Je me suis assez vite rendu compte, dans mes recherches en tant qu'observateur, comme vous l'avez dit, que le concept de bistronomie qui est né dans la capitale s'était diffusé au niveau national et au niveau international. Et que même dans la presse internationale, on en arrivait à dire que c'était un renouveau culinaire français. Donc ça, c'est quand même fort intéressant. Donc on voit bien que Paris est toujours une capitale de la gastronomie. Alors je pense qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que c'est la seule. Il ne faut pas faire cette erreur. Ça, c'est terminé là-dessus. Il y a d'autres capitales de la gastronomie dans le monde, mais je crois que Paris a contribué à l'émergence de ces autres capitales de la gastronomie, comme la cuisine française, a contribué à l'émergence des autres cuisines au niveau européen, notamment dans des pays qui n'avaient pas une très grande tradition culinaire. Je pense aux pays nordiques, je pense à l'Angleterre, à la Grande-Bretagne, etc., ou ailleurs. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que cette réputation culinaire, elle se fait au travers des professionnels de la cuisine. Et c'est ça qu'on voit, c'est ça que l'on voit dans les autres villes qui se revendiquent, qui veulent une revendication d'une capitale de la gastronomie. C'est aussi une appellation un peu surfaite. Hein. À un moment donné, vous avez quelques journalistes qui vous disent, ben voilà, on considère que telle ville est une capitale de la gastronomie et donc au détriment des autres villes. C'est un peu compliqué. Moi, ce que je vois et ce que je dis et ce que je peux conclure par rapport à mon travail de recherche et au livre que j'ai publié, c'est que Paris, et c'est reconnu même par de nombreuses personnes à l'étranger, Paris est encore aujourd'hui la capitale de la gastronomie, au moins de façon historique, mais elle est toujours une ville de la très grande créativité, et ce n'est pas anodin aujourd'hui si Paris, du moins au niveau national, concentre la plupart ou la majorité des restaurants étoilés du pays. Et en 20 ans, ça s'est même accéléré. Je veux dire, on a plus de restaurants étoilés dans la capitale aujourd'hui qu'on en avait au début des années 2000. Donc il y a un phénomène. On le voit bien quand on se promène dans cette ville. Et ça n'empêche pas en même temps qu'il y a une ouverture à l'extérieur. Je veux dire, le phénomène des camions-restaurants, des popotes roulantes, comme le disent les Québécois, est assez intéressant. Il y a un développement de cette restauration de la rue qui est fort intéressante, qui s'adresse à un public différent, un public jeune. La bistronomie s'adresse aussi à un public qui n'a peut-être pas forcément l'habitude d'aller dans les 3 étoiles restaurants Guy Michelin. Donc on voit bien que Paris continue à évoluer, continue à avoir cette innovation et cette créativité culinaire, continue à être un phare gastronomique. Ça, c'est très clair, c'est incontestable. Et ça, je peux l'affirmer. Mais voilà, ça n'empêche pas le développement des autres de la gastronomie ailleurs dans le monde entier. Et ça n'empêche pas que d'autres villes puissent se mettre en avant de manière gastronomique. Mais il n'y a aucune raison, d'une certaine façon, d'avoir des discours négatifs ou de dire tout simplement, ça y est, Paris est fini, c'est un musée, on n'avance plus. Non, c'est faux, ça continue. Alors ce que j'ai voulu surtout montrer aussi dans mon ouvrage, c'est que une capitale de la gastronomie ne se définit pas qu'au travers de ses restaurants. C'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur les métiers de bouche, je m'appuie beaucoup sur le développement de la pâtisserie et des pâtissiers au XIXe siècle, de cette élégance des boutiques dans le Paris du XIXe siècle. Grimaud de la Reynière le dit très très bien au début du XIXe siècle et ça s'affirme tout au long du XIXe siècle. Donc on voit bien que le Paris alimentaire et gastronomique ne se résume pas qu'au restaurant, sinon j'aurais pas pu commencer mon propos avec le Moyen-Âge. Donc on voit bien que c'est tout un ensemble. Et surtout, et j'en ai pas encore parlé, c'est tout un discours. Le discours de la gastronomie, le discours gastronomique qui s'affirme avec le XIXe siècle, des personnages comme Grimaud de la Reynière, Brillat-Savarin et bien d'autres
qui vont écrire des ouvrages qui vont se diffuser dans le monde entier. Aujourd'hui, la physiologie du goût de Brillat-Savarin est traduite dans une diversité de langues dans le monde entier. On a le poème de Joseph Berchoux paru en 1801 est traduit dans une diversité de langues dans le monde entier. Donc c'est cette diffusion de l'écrit aussi qui va contribuer d'une certaine façon au succès gastronomique de Paris. Je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intellectualisation du fait culinaire au XVIIIe siècle se confirme au XIXe siècle avec un nouveau mot, du moins un mot qui va se populariser, et c'est le mot gastronomie qui va s'imposer progressivement. Et là aussi, le mot gastronomie se diffuse dans le monde entier. Donc en fait, on ne peut pas rejeter toute l'historicité du Paris gastronomique, et je crois aujourd'hui que c'est cette histoire du Paris gastronomique qui fait la force de Paris en tant que capitale de la gastronomie aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Je veux dire que le passé, l'histoire, n'empêche pas l'innovation et la créativité. Certains voudraient nous faire croire le contraire, et là je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà. Il y a une forme de continuité, et c'est toute cette histoire qui contribue au renouveau de ce Paris alimentaire et gastronomique. Et on voit bien là en 20 ans tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que pour l'historien il faut du recul, mais 20 ans c'est déjà, voilà, on a déjà un peu de recul. Ce phénomène de la bistronomie a été un phénomène en fait international. Voilà, j'ai découvert des textes américains, australiens ou autres qui mettaient ça en avant. Et une nombreuse éditions de livres sur la bistronomie dans le monde entier. Voilà, donc c'est encore un exemple de ce que peut faire Paris. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur de l'histoire du Paris gastronomique avec comme sous-titre Du Moyen-Âge à nos jours, publié récemment en 2023 chez Perrin. Patrick Rambourg, merci beaucoup pour votre ouvrage et pour vos réponses. Merci.